Bienvenue, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à ce nouveau numéro de l'entretien. Dans ce numéro, nous allons parler de la place de l'économie dans l'art. Et nous parlerons essentiellement de la création d'un marché de l'art au Sénégal, ses conditions, de la décomplexion des rapports entre l'artiste sénégalais et l'argent, de la consolidation du statut de l'artiste et puis de la création de véritables industries culturelles. Voilà les sujets donc dont nous parlerons à ce numéro de l'entretien avec notre invité qui est Siré Sy. Il est journaliste de formation et qui a tourné vers l'économie. Avant d'aller plus loin, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, qu'est-ce qui a été l'objet de pourquoi ce revirement du journalisme à l'économie? On dit que, évidemment, ça mène à tout, mais enfin. Oui, on dit que le journalisme mène à tout, mais il faut dire que ma formation de base, c'est l'économie. Et ma profession, c'est le journalisme. Oui. Donc, j'ai derrière moi une quinzaine d'années d'expérience en matière de journalisme. Mais ma formation de base reste l'économie et plus précisément la finance et gestion publique. Oui. Donc, je suis sorti de l'école ISF de Dakar, Institut supérieur de finance de Dakar. Oui. Alors, vous êtes consultant en stratégie et intelligence économique basé à Casablanca, avec quand même un bureau à Dakar. Ah oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, les enjeux fondamentaux, ça se passe au niveau, dans nos espaces francophones, ça se passe au niveau de Casablanca au Maroc. Oui. Donc, pour avoir une double présence ici et là-bas, donc nous avons estimé nécessaire d'ouvrir le bureau au niveau de Casablanca, parce qu'aujourd'hui, les multinationales et les grandes entreprises qui interviennent en Afrique ont leur bureau Afrique au niveau de Casablanca. Donc, c'est la raison pour laquelle on est installé à Casablanca. Mais néanmoins, comme on est des Sénégalais, on a cru nécessaire d'avoir un bureau à Dakar pour pouvoir couvrir l'Afrique au sud du Sahara. Oui. Alors, vous êtes présenté à moi en me disant que je suis journaliste de formation, de profession, mais économiste de formation. C'est bien cela. Ouais. Alors, la question, est-ce que vous avez pratiqué votre métier de journaliste et l'avez-vous fait dans le domaine culturel, puisque là, vous venez nous parler de l'économie dans la culture? Oui, j'ai commencé ma carrière de journaliste ici au Sénégal, c'était en 2000, et c'est pour moi aussi l'occasion de remercier ceux qui m'ont appris ce beau métier, en l'occurrence Samboudian Camara du Soleil, Malik Ndao de Sud, Charles Faye et le Camerounais Jean-Claude Ndiamen. C'est eux qui m'ont pris, vraiment qui m'ont appris sur le tas les béabas du journalisme. Mais après ça, j'ai eu à passer par un certain nombre d'organes. Vous avez quand même pratiqué un peu. Oui, j'ai pratiqué. J'ai commencé ma carrière à l'événement du soir. Après, je suis allé à Wolf quotidien. Après, je suis allé à la Sentinelle de Demba Ndiaye. Après, j'ai lancé mon propre journal qui s'appelait Perspective. Oui. Et c'est après que je suis allé à Casablanca au Maroc pour aller diriger African Business Journal que j'ai lancé depuis 2012. Hein. Voilà, donc sur le plan professionnel, vous avez abandonné le plus beau métier du monde pour aller vers l'économie. L'économie. Oui. Disons que le déclic a eu lieu quand je travaillais dans le cadre du programme national d'infrastructure rurale, où j'étais affecté à Diana Malari, c'est au fond de la Casamance, comme assistant secrétaire communautaire. Alors, avec la pratique du budget local, etc., et la passion m'est venue. Et une fois de retour à Dakar, je me suis allé m'inscrire à l'ISF, Institut supérieur des finances, d'où j'ai fait 3 ans pour sortir avec un diplôme économique. Alors, c'est ça qui m'a valu de pouvoir travailler à la direction de la prévision et des études économiques à l'époque, dirigée par Sogué Diarissou, où j'étais le chargé de communication. Voilà. Donc, la vie et la chance m'ont offert la chance de pouvoir concilier à la fois ma passion qui reste le journalisme, la presse et l'économie. Voilà. Donc là, on comprend, vous ne vivez pas à Dakar, vous êtes à Casablanca, vous venez à Dakar où vous avez ouvert un bureau. Je pense même, je vous somme de vouloir transférer la majorité de vos activités ici. C'est possible. Hein? Mais vous êtes venu à Dakar, cette fois-ci à l'occasion de la Biennale, la 11e Biennale, qui a comme thématique produire en commun, produire le commun. Alors, on sait, cette biennale, il y a des conférences qui ont lieu, des tables rondes. Et vous avez fait des conférences qui ont pour thématique les métiers des arts visuels. Alors, vous avez donné une conférence, dans laquelle, évidemment, vous avez insisté sur l'économie encore. Ah oui, sur l'économie, parce que ma conviction reste et demeure que quelque part aussi, l'art et l'économie est un art. Vous savez, c'est un discours qui a du mal un peu à passer dans nos espaces francophones, mais c'est un discours qui passe extrêmement et aisément dans nos espaces anglophones. Et d'ailleurs même dans le monde anglo-saxon, là, il est question éminemment d'économie quand on parle d'art. Et d'ailleurs, je vais vous raconter même une anecdote.
Quand il a fallu organiser la 2e édition du FESMAN, les Nigériens avaient dit à l'époque « It's about business ». Oui. Donc, et c'est d'ailleurs là où véritablement le fossé s'est creusé entre les acteurs du secteur culturel francophone et anglophone. C'est donc au niveau de cette perception. Vous savez, aujourd'hui, je défends que oui, il y a une dimension éminemment économique dans les industries culturelles parce que tout simplement le secteur des industries culturelles reste à ce jour avec le secteur agriculture de manière au monde et le secteur de l'industrie alimentaire, les 3 secteurs qui n'ont pratiquement pas connu de crise depuis 10 ans. Et le secteur des industries culturelles a cru en 2012 à l'ordre de 7%. Et qu'aujourd'hui, si vous allez au niveau des banques, des grandes entreprises et des multinationales, au niveau de leur coffre-fort, vous y retrouverez davantage de tableaux d'art, des œuvres d'art que de lingots d'or. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les œuvres d'art sont devenues des valeurs refuges. Et même pratiquement dans tous les pays, la contribution du PIB culturel reste déterminante. Au Canada, les industries culturelles participent à hauteur de 3,8% dans la création de richesse nationale. En France, elle est l'autre de 3,2%. Ça veut dire que partout, surtout dans les pays développés, il y a une dimension éminemment économique au niveau des industries culturelles. Et c'est peut-être là où je vais rebondir. Est-ce que vous savez, aujourd'hui en France, ils ont pris l'option stratégique en termes de gouvernance publique de se désindustrialiser. Ça veut dire qu'ils vont externaliser tout ce qui est production industrielle en Afrique et en Asie et ils ont misé sur le tourisme comme étant un secteur qui va leur permettre de s'insérer dans l'économie mondiale. Mais quand on parle de tourisme, on parle nécessairement d'industrie culturelle. Voilà. Donc vous dites que les anglophones sont plus sensibles que nous francophones à cet aspect économique de la culture et que, bon, vous citez l'exemple de la France, donc les gens commencent à faire des correctifs. Alors, vous avez articulé votre exposé, évidemment, que vous avez fait ici, sur le thème autour de la mondialisation qui est là, mais vous avez aussi parlé essentiellement de business model. Alors, le business model dont vous parlez est une manière justement d'introduire l'économie dans l'art. Est-ce la seule manière? Ce n'est pas la seule manière, mais le business model nous permet de concilier à la fois la mondialisation et les industries culturelles de manière globale. Parce que vous savez, quand on est dans le secteur des industries culturelles, il y a 3 phases. Il y a l'avant-création, avant, pendant et après. Il n'y a que la phase du pendant qui est une phase exclusivement consacrée à l'artiste. Parce que là, c'est le créateur, c'est l'artiste qui est en train de préparer. Mais avant la préparation et après la création, et avant la création, il y a tout un certain nombre de métiers qui tournent autour de l'artiste. Il n'est plus concerné, il est... Non, si, ils sont extrêmement concernés. C'est d'ailleurs là où je dis que si l'œuvre de création ou l'œuvre de créativité est un moment éminemment exclusif pour l'artiste, mais les 2 moments qui se situent dans l'avant-création et l'après-création, ce sont des compétences partagées entre l'artiste et tous ces corps de métier qui tournent autour de lui, notamment les galeristes, les collectionneurs, les marchands d'art, les critiques d'art, etc. Donc, d'où l'idée de voir aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation. Qu'on le veuille ou non, le loup est entré dans la bergerie. Et ce serait suicidaire de vouloir porter les habits de l'agneau. Il nous faudrait porter les habits du renard. Ça veut dire quoi? Il nous faudrait créer, innover, oser des ruptures. Ça veut dire quoi aussi que quelque part, nous devons avoir une nouvelle approche de cette mondialisation et la considérer non pas comme un problème, mais comme une solution. Parce que quand je fais la corrélation entre la mondialisation et les industries culturelles, j'en vois 2 leviers. Le premier levier, il est éminemment économique. Et le deuxième levier, il est éminemment philosophique. Le premier levier économique, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui que les industries culturelles sont aujourd'hui devenues des secteurs à haute profitabilité économique. Ça veut dire que c'est des secteurs qui peuvent générer de la croissance dans le long terme. Ensuite, il faut dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez le secteur financier, il est beaucoup plus important en termes d'épaisseur, en termes de liquidité. Mais en réalité, le secteur financier, ça englobe juste 4 sous-secteurs. Vous avez les banques, les assurances, les institutions de microfinance et la bourse. Mais quand vous prenez le secteur des industries culturelles, vous avez au minimum plus de 10 secteurs entre ce qu'on appelle les spectacles du vivant, entre ce qu'on appelle les arts plastiques, entre ce qu'on appelle le cinéma, les livres,
l'audiovisuel, la mode, etc. Donc vous en avez énormément de secteurs. Ce qui fait que quelque part, les industries culturelles en Afrique sont un secteur à fort potentiel de résorber ce taux de chômage que nous avons sur le continent. Alors très bien, nous en parlons un peu plus tard, mais ce business model, Sirissi, dont vous parlez, est-ce que c'est la voie, vraiment la voie idéale pour aller vers ces industries culturelles? Ah oui, absolument. Ah oui, absolument. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de plan économique, de disons-nous, vision économique de la culture? Voilà, disons-nous que le temps est un peu révolu de l'art pour l'art. Ah oui. Oui, et ça veut dire que c'est bien beau de créer des œuvres d'art, mais encore faut-il trouver un marché pour elles. Parce que quelque part aussi, la question qui revient, c'est de dire, il faut aussi que quelque part, l'artiste puisse vivre de son métier. Oui, alors c'est ça votre préoccupation, voilà. Par ce business, faire en sorte que l'artiste puisse vivre de son métier, faire en sorte qu'il ne fasse plus de l'art seulement pour l'art. Alors vous dites qu'il faut professionnaliser cette activité artistique. Oui, il faut la professionnaliser, mais pour la professionnaliser, il faut aller vers sa structuration. Vous savez, aujourd'hui, dans nos pays, en Afrique de manière globale et au Sénégal de manière particulière, il est extrêmement difficile d'avoir des statistiques sur l'art. Et d'ailleurs, ça pourrait être un sujet très intéressant pour la direction de la prévision et des études économiques de nous calculer, de nous faire une étude sur l'apport des industries culturelles dans la création de richesses dans l'économie nationale du Sénégal. Aujourd'hui, on ne dispose pas de statistiques. Et si on ne dispose pas de statistiques, en termes de politique publique, c'est extrêmement difficile d'y apporter un certain nombre de mesures. Mais je pense que peut-être qu'on va aborder ça un peu en profondeur. Il y a un mécanisme qui est mis en place au Sénégal qui s'appelle la société de gestion collective et qui, je pense, que pourrait amener à un début de structuration du secteur. Et une fois que le secteur est structuré, on pourra passer à l'étape suivante qui est la création d'un véritable marché des industries culturelles. Alors, vous dites professionnaliser, que l'artiste ne fasse pas tout seul. Il est arrivé qu'on voit un cinéaste, par exemple le cas du cinéma, écrire son scénario, aller chercher des financements, faire tout, faire le marketing, voilà. etc. Est-ce que justement, il faut que l'artiste, pour que l'art puisse être viable économiquement, que l'artiste cesse de tout faire tout seul? Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est l'idée que j'ai défendue à travers de cette biennale pour dire que il y a un certain nombre de métiers qui tournent autour de l'artiste. Et que sans l'artiste, certes, ces métiers n'auraient pas existé, mais quand même existent pour pouvoir faire avancer l'artiste. Vous savez, aujourd'hui, le principal problème que nous avons avec nos créateurs africains, c'est qu'ils sont à la fois les créateurs, ils sont les propres financiers, ils sont les propres marketeurs, le propre commercial, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas, à un certain niveau, de dégager suffisamment un budget de temps pour se consacrer dans ce qu'ils savent faire le plus et le mieux, c'est la création. Donc c'est d'où toute l'importance qu'aujourd'hui, que les acteurs, que les créateurs puissent comprendre qu'il y a aujourd'hui des métiers qui sont complémentaires par rapport à leur métier et qu'il va falloir travailler dans une parfaite synergie, dans une parfaite intelligence collective pour que toutes ces activités qui sont annexes et connexes à son cœur de métier qui est la création puissent être externalisées et ce qui lui donnerait plus de... Parce qu'en définitive, le créateur, il n'est pas un financier. Ça veut dire que même s'il s'engage à prendre en charge les aspects financiers, il va y avoir des problèmes parce que ce n'est pas son métier. Pour autant aussi qu'il se consacre dans son métier, qu'il y ait la création et qu'il laisse les autres l'accompagner dans le positionnement, dans comment il va vendre son art et comment il va se positionner sur les marchés, comment il va faire sa marque. Donc, son plan de carrière, en fait. Aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, ce serait possible que des artistes et des créateurs puissent confier leur carrière à des cabinets ou à des agences qui vont gérer tout. Comme ça, eux, ils sont dans leur petit coin et ils créent. Oui. Alors, il faut que ces gens-là, quand vous dites professionnaliser, c'est-à-dire permettre à d'autres de faire... dans leurs compétences ce qu'ils savent faire et qu'ils s'en tiennent à l'art, mais ces gens, il faudrait les payer. C'est-à-dire, il faudrait que l'argent soit produit. Il faut que l'activité artistique puisse produire de l'argent. Mais au départ, dans la tête, il faut justement décomplexer l'artiste. Vous dites que l'artiste cesse de penser ses rapports à l'argent, n'est-ce pas? Et vous dites que business et art ne font pas bon ménage. Alors, où trouver l'argent alors pour rémunérer tous ces gens-là qui travaillent avec lui? D'ailleurs, le produire d'abord. D'abord, le produire d'abord. C'est pour ça que j'ai défendu l'idée durant cette biennale
qu'aujourd'hui qu'il nous faudra intégrer les créateurs, intégrer la dimension économique et que quelque part l'art est business et l'économie est art et art est économie. Et je vais juste vous donner, vous raconter une anecdote. Donc je pense que je l'ai déjà raconté avec les Nigérians ils ont une approche que l'art it's about business. Mais la seconde préoccupation, c'est que nous les Africains de l'espace francophone, nous avons un rapport assez ambigu avec l'argent. Ça veut dire que le monde des industries culturelles. Et s'il en est ainsi, c'est parce que nous avons vécu deux types d'influence. Le premier type d'influence nous est venu par rapport à ce qu'on appelle l'école de l'art abstrait. Et la deuxième influence nous est venue de ce qu'on appelle le pop art, l'école du pop art. Dans la première école qui nous a influencé, qui était l'art abstrait, là-bas, la création ou la créativité était une chose d'essence et de quintessence, sur fond de religion et d'idéologisme. Et dans l'influence que nous avons reçue de l'école du pop art, là-bas, la création ou la créativité était une question de sens. En ce sens que chacun devrait pouvoir vivre à ses yeux la vie qui a de la valeur. Ce qui fait que ces deux types d'écoles ont toujours relégué l'argent, la monnaie, non pas au second rang, mais au quatrième rang. Ce qui fait que nous avons toujours hérité de ces influences, à telle enseigne que quand vous venez dans les milieux culturels et que vous parlez d'argent, les gens vous suspectent et vous êtes suspecté. Oui. Donc, si on se déplace vers les espaces anglophones, on se rend compte que les gens n'ont pas ce complexe-là. D'où maintenant l'idée d'avoir cette approche que le secteur des industries culturelles est au secteur à profitabilité économique. Je pense que si nous changeons l'angle d'attaque et l'angle d'approche que nous avons à travers ces industries culturelles, nous pouvons en tirer tout le bénéfice économique. Mais quand nous resterons dans l'approche que produire de l'art pour l'art, évidemment, tous ces secteurs ou ces métiers qui tournent autour de l'artiste ne vont pas prospérer parce que, en définitive, et au bout de la chaîne, il s'agira de questions d'argent aussi. Alors, actuellement, est-ce qu'on peut dire, Siressi, que si on pense à gagner de l'argent avec son art, on est accusé d'être mercantile, mais alors, faudrait-il alors, dans ce cas-là, pour s'en sortir, faire en sorte que l'artiste reconsidère ses rapports à l'argent, son rapport à l'argent? Voilà, maintenant, c'est une étape, ça? Oui, c'est une étape, et que tout le challenge et toute la difficulté réside ici, à cette idée de dire que oui, il y a une dimension éminemment économique dans les industries culturelles, mais ne pas verser dans la financiarisation de l'art. Et là, c'est parce que c'est la financiarisation de l'art qui va lui ôter toute sa substance créative. Et ranger ou qualifier la création ou la créativité comme un produit manufacturé. Et tout le défi à mon niveau réside à ne pas verser dans ce piège-là, qui serait que on ne produit plus de l'art pour pouvoir questionner notre société, pour pouvoir poser les véritables questions, mais on produit de l'art dans un aspect purement mercantile. Ça, c'est un piège qu'il faut éviter. Mais aussi, il ne faudrait pas occulter qu'il y a une dimension économique de l'art, parce qu'au-delà de la création, il faudrait penser à un marché de l'art, il faudrait écouler l'art. Et je donne souvent un exemple qui est celui-ci. Aujourd'hui, le médecin, il est fier de sa profession. Et d'ailleurs, souvent, vous voyez même les médecins prendre le macaron dans leur véhicule, c'est un vieux médecin, l'architecte comme ça. Mais pourquoi donc aujourd'hui l'artiste ou le créateur devait être cet individu-là qui ne pourrait pas vivre de son art, ce gars-là qui est plus ou moins marginal, les laisser un peu à côté. Et pourtant, ce sont eux qui nous posent les véritables questions. Et c'est eux aussi qui nous rappellent les questions qui ne sont pas encore élucidées. Et c'est eux aussi qui donnent un sens aux actes que nous posons, aux gestes que nous faisons. Ils sont en quelque sorte les régulateurs de la vie sociale. Et je pense que des gens qui ont cette fonction au niveau de la société mériteraient véritablement qu'ils puissent vivre de leur art. Alors, Siressi, tout ce que vous venez de développer, cette prise en compte de l'aspect économique de la pratique de l'art, est-ce là la condition justement pour l'artiste d'entrer dans l'économie de marché, ce marché de l'art? Il faut se décomplexer par rapport à l'argent. Ah oui, il faut se décomplexer. Et c'est souvent ce que je disais dans le cadre de la Biennale. Que l'on le veuille ou non, on est dans l'économie de l'art, on est dans les marchés de l'art. Ça veut dire que soit on y est, mais on y joue. On n'y joue presque pas de rôle, soit on est un enjeu ou bien on est un acteur. Mais
ipso facto, on est dans le marché de l'art. Parce qu'on est dans un contexte de mondialisation qui est dominé par le système capitalisme mondial, que vous le vouliez ou non, vous êtes dedans. Maintenant, il y a deux approches. Soit vous acceptez de rester un enjeu, et là vous êtes l'enjeu des autres, ou bien vous acceptez de vous prendre en charge et vous devenez un acteur de la mondialisation. Oui. Et justement, ici en Afrique, nous on est resté d'abord un enjeu, surtout dans le domaine des industries culturelles. On est resté les enjeux des autres. Et l'heure est venue de devenir véritablement des acteurs de la mondialisation dans le domaine des industries culturelles. C'est pourquoi je disais tantôt que nous devons revoir l'approche que nous avons par rapport à la mondialisation. Ne plus considérer la mondialisation comme un problème, mais comme le début de solution à tous les problèmes. Parce que ma conviction reste et demeure que si l'Afrique est économiquement un continent faible, il reste culturellement un continent extrêmement riche. Et il nous faudrait jouer avec les outils de la mondialisation, transférer les règles du jeu à notre avantage qui est la culture et ses industries culturelles pour pouvoir maintenant avoir une meilleure visibilité, un meilleur positionnement dans les marchés mondiaux. Quand vous dites que nous sommes des enjeux, nous n'entrons pas dans cette mondialisation, est-ce à dire que nous sommes tout simplement des consommateurs d'art des autres? Et pourtant, vous n'allez pas jusqu'à dire cela quand même. Non, je ne dis pas ça, parce que je dis souvent qu'au niveau des industries culturelles, il y a deux enjeux qui se posent. Le premier enjeu, il est éminemment économique, bon, je pense que j'en ai un peu expliqué. Et le deuxième enjeu, il est philosophique. Parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation. Nous sommes dans un contexte de diversité culturelle. Mais une diversité culturelle dans l'exception culturelle aussi. Ça veut dire que si on ne fait pas gaffe, si on n'investit pas au niveau des industries culturelles, comme les autres produits de consommation et de services dans d'autres domaines alimentaires, technologiques, de la même manière qu'ils ont envahi notre quotidien et notre immédiateté, c'est dans les mêmes ordres que leurs produits et services culturels vont envahir notre quotidienneté et notre immédiateté. Oui. Alors, mais dites-moi, Sirissi, vous avez parlé, c'est ça que vous résumez un peu de ce que vous avez dit aux artistes quand vous les avez rencontrés lors de cette biennale de Dakar, cette 11e biennale. Alors, mais on sait, les préjugés, on l'a vu dur. Quelle a été leur réaction? Qu'est-ce que vous ont répondu? Est-ce que vous les avez convaincus? Bon, je dirais que les débats étaient très houleux parce que j'avais en face de moi des artistes d'une certaine génération qui sont un peu forgés dans l'adversité de la guerre froide où vraiment les choses sont carrées, quoi. Ah oui. Donc pour eux, j'avais vraiment des difficultés à faire passer le message. Par contre, la nouvelle génération qui est en train de monter ont un peu compris, mais je pense que ce genre de débat n'est pas un débat à court terme, c'est un débat à long terme. Et que la Biennale a eu le mérite de nous donner la possibilité de soulever le débat. Et je pense qu'à travers les forats qu'on va se rencontrer un peu partout en Afrique, c'est quand même important de savoir s'ils ont adhéré à votre idée ou pas. Est-ce qu'ils ont dit non mais il vient reconnaître des histoires ou bien alors est-ce qu'ils ont dit ah oui il a raison. Tiens, ah oui, il y en a beaucoup qui ont estimé qu'effectivement parce que eux ils sont en Afrique véritablement déjà il y a une absence de ce qu'on appelle des industries culturelles à proprement parler. Ensuite ils ont constaté qu'il n'y a pas de marché d'art à proprement parler en Afrique et ensuite ils ont compris que si l'on change d'angle d'approche par rapport à ces industries culturelles, si on comprend qu'on est maintenant dans un monde ouvert, si on comprend qu'on est aussi dans un monde globalisé et qu'on a la possibilité de prendre les outils de la globalisation pour le mettre à notre propre profit. Et je les ai donné un exemple patent. Je les ai dit que, vous savez, l'Africain a un génie. L'Africain, il est extraordinaire. J'ai donné l'exemple de la capacité que les Africains ont à domestiquer la téléphonie mobile pour en faire une application qui n'avait pas été prévue par les créateurs de la téléphonie mobile. Et c'est quoi? La finance. Et c'est le M-Pesa au Kenya. Aujourd'hui, le génie africain est parvenu à dompter les outils monde là pour le mettre au service du développement et au niveau de la finance. Et je les ai dit que nous devons réussir, nous comme acteurs culturels, de la même manière que le secteur financier africain a réussi à domestiquer l'outil de la téléphonie mobile, nous aussi nous devrons domestiquer les outils monde pour les mettre au service de la culture. Et c'est en ce sens-là que nous allons passer à des véritables industries culturelles. Et je pense que même si c'est un message qui a priori choque, mais je pense que nous
nous avons plus ou moins du temps pour en parler davantage. Donc devant vous, vous avez rêvé tout haut, vous avez dit tout haut clairement votre rêve de ce marché de l'art. Absolument. Comme il existe un marché de l'or, un marché des produits agricoles, et c'est un marché du pétrole, voilà, c'est un marché voilà, etc. Donc c'est exactement ça. Ça veut dire que aujourd'hui, on ne devrait pas accepter que voilà, les acteurs culturels ou l'industrie culturelle puissent être un secteur plus ou moins en marge des dynamiques internes, parce que c'est un secteur qui fait partie de la vie sociale, c'est un secteur qui fait partie de l'économie mondiale. Donc il va falloir que ce secteur-là puisse se mettre en phase avec la réalité de ce monde pour essayer de voir comment il peut tirer son épingle du jeu. Ouais. Voilà. Je vous rappelle, madame, mademoiselle, monsieur, que notre invité que vous suivez est Sirissi. Sirissi, il est consultant en stratégie et intelligence économique et il prône, vous l'avez entendu, l'événement de véritables industries culturelles au Sénégal. Mais vous m'avez dit, quand on préparait cette émission, que nous n'avons pour le moment que des industries de divertissement. Ah oui, nous avons vous savez, que ça. Oui, non, rien que du divertissement. Bon, en fait, disons que le divertissement est la partie la plus visible de notre industrie culturelle. Oui. Et vous savez, les industries culturelles, comme je venais de le dire tantôt, c'est un secteur extrêmement large. Vous avez les spectacles du vivant. Dans les spectacles du vivant, vous avez les arts scéniques. Et dans les arts scéniques, les trois arts qui dominent les arts scéniques restent la musique, la danse et le théâtre. Et ce sont ces arts-là qui sont les plus représentatifs en termes d'unité de bruit médiatique au Sénégal. Oui. À telle enseigne qu'on a comme l'impression l'art ou les industries culturelles se résument à ces trois secteurs. Mais il y a les arts plastiques, il y a le livre, il y a l'audiovisuel, il y a la mode, il y a etc., etc., etc. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de dire que oui, on n'a pas... Vous notez quand même pour déplorer cette importance de l'industrie du divertissement. Oui, mais même dans le divertissement... C'est quand même préjudiciable au développement de véritables industries culturelles. Non, pourtant non, parce que même derrière le divertissement, il peut y avoir un business model économique. Même derrière le divertissement, il peut y avoir... D'ailleurs, je m'en veux pour exemple le sport. C'est un divertissement, mais derrière le divertissement, il y a des véritables business models économiques. L'organisation de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde au-delà des acteurs qui jouent sur le terrain, mais c'est des enjeux financiers énormes. Mais est-ce qu'il faut inclure le sport dans la culture? Quand même. Non, pas ça. Et d'ailleurs, nous, au niveau des acteurs culturels, bon, c'est vrai que je suis un passionné de culture, c'est vrai, je dis nous, nous devrions pouvoir aller dans les mêmes business models que le sport. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'organisation de Coupe du Monde, les Coupes d'Afrique, il y a des enjeux financiers extraordinaires. Pourquoi aujourd'hui, l'Afrique ne pouvait pas avoir un peu sur le business model du sport, des Coupes d'Afrique. D'ailleurs, la Biennale en a une réponse. La Biennale, vous savez, en Afrique, à peu près, on tourne autour d'une vingtaine de biennales qui sont organisées un peu sur le continent. Là où en Europe, on est sur 300 biennales dans l'année. Au niveau de l'Amérique du Nord, on est vers 130 biennales. En Asie, on est sur 130 biennales. Donc, aujourd'hui, on devrait créer des business models dans les secteurs des industries culturelles qui sont adossés à des enjeux financiers. C'est ça qu'il faudra qu'aujourd'hui, les acteurs pourront se retrouver financièrement et le secteur aussi va aussi se porter dans nos meilleures conditions. Alors, vous insistez sur l'importance du développement de ces industries culturelles dans nos pays pour émerger, comme on dit, c'est ce qui est à la mode. Mais surtout, vous dites, ça pourrait même régler la question du chômage. Du chômage. Vous savez, M. Khan... Dieu sait que c'est une question qui est préoccupante. Ah oui, absolument. Alors, si les industries culturelles peuvent régler ça, alors là, va pour les industries culturelles, vraiment. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Je vais d'abord vous faire une révélation. Et vous savez, aujourd'hui, nos dirigeants et nos décideurs, surtout le gouvernement, ils ne dorment pas la nuit. Et vous savez, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? C'est l'emploi des jeunes, c'est le chômage des jeunes qui reste dans nos continents et au Sénégal en particulier une bombe sociale à retardement. Et j'ai essayé de vous expliquer ça. Aujourd'hui, même ceux qui nous dirigent devraient avoir de nouvelles approches par rapport au secteur des industries culturelles. Je venais tantôt de vous dire que
le secteur financier, il y a 4 sous-secteurs. Mais dans le secteur des industries culturelles, vous avez au moins plus d'une quinzaine de sous-secteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de volume, vous avez un secteur des industries culturelles qui peut réserver de forts taux, le fort taux de chômage qui existe aussi. Je vous ai expliqué qu'aujourd'hui, que le secteur des industries culturelles est un secteur à haute profitabilité économique. Si on en est arrivé jusqu'à ce que la France puisse se débarrasser de toute activité productive pour miser essentiellement sur le tourisme. En délocalisant. En délocalisant carrément sa oui. production oui. et en mettant l'essentiel de ses ressources au niveau du tourisme pour s'insérer comme un centre mondial du tourisme, ça veut dire que ce sont les industries culturelles qui sont les déterminants de cette industrie. Ça veut dire que si aujourd'hui, dans d'autres sphères, le PIB culturel contribue à hauteur de 3 ou 4% dans la création de richesses, c'est dire que c'est un secteur qui mérite toute une attention. Et la troisième grille de lecture, c'est que, vous savez, en Afrique, depuis une dizaine d'années, on a des taux de croissance plus ou moins positifs. Mais ces taux de croissance-là restent tirés pour l'essentiel par les matières premières et par la classe moyenne africaine, le marché intérieur. Maintenant, dans cette approche, nous, on est des anges des autres. Pratiquement, c'est les autres qui ont besoin de nous. Maintenant, si nous voulons nous intégrer dans la mondialisation, devenir de véritables acteurs, il nous faudra aussi investir dans les industries culturelles. Oui. Pour pouvoir, parce que, à mon avis, ce sont les industries culturelles qui vont stabiliser dans la durée les croissances que nous avons en Afrique. Et ça, ce discours, au-delà des acteurs, il faut que aussi les décideurs puissent comprendre qu'aujourd'hui, l'on ne devrait plus regarder le secteur des industries culturelles en termes de sinistralité. Donc là, on est dans le social. Mais en termes de profitabilité économique, là, on est dans l'investissement. Et moi, je suis resté un peu sur ma faim quand j'ai vu que dans les piliers qui portent le plan Sénégal Émergence, on n'est pas mentionné de manière très claire les industries culturelles. Là où on a écrit tourisme, on aurait pu écrire tourisme et industrie culturelle. Parce que le poumon et les déterminants du tourisme restent les industries culturelles. Oui. Alors, donc, ça veut dire qu'à travers le monde, aujourd'hui, les industries culturelles sont devenues de véritables leviers de croissance. Et on ne les prend pas suffisamment en compte au Sénégal, dites-vous. Alors vous semblez proposer une sorte de discrimination, c'est-à-dire favoriser ces industries culturelles dont on parle au détriment de l'industrialisation classique. Non, c'est pas... Pas cela. Non, c'est pas forcément... avantager le secteur. Mais il nous faudrait voir, ça veut dire qu'en termes d'employabilité, je donne juste un secteur, le secteur de l'artisanat. Et vous savez, en termes d'employabilité, le secteur de l'artisanat peut au moins réserver un gap extrêmement important. Et j'en reviens même au secteur des industries culturelles. L'idée que je prône, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, juste pour vous donner un exemple, on devrait pouvoir, nous on a une ville qui s'appelle Ngaye Mékhé, qui traite le cuir. Aujourd'hui, on devrait pouvoir, dans le cadre d'une politique des industries culturelles, faire de la ville de Ngaye ce que la ville de Fès est pour le Maroc en termes de cuir, de tannerie, et qui est devenu une place mondiale, et qui est le produit made in Morocco sur le plan des cuirs, de la tannerie provient au niveau de la ville de Fès. Et j'espère que le chef de l'État, après avoir organisé une grande rencontre pour les agriculteurs, une grande rencontre pour les éleveurs avec Orange de Dolly, va aussi organiser une grande rencontre pour le secteur de l'artisanat qui veut nous valoir des satisfactions énormes sur les marchés mondiaux. Parce que jusqu'ici, je pense que c'est un produit, s'il est bien élaboré, s'il est bien structuré et accompagné, le Sénégal peut être très présent à travers le cuir dans les marchés mondiaux. Ces industries culturelles peuvent-elles aider l'Afrique vraiment à bien entrer dans ces marchés mondiaux si on sait que, est-ce que les artistes africains ont vraiment investi cette place mondiale de l'art? Bon, je pense qu'il sera un tout petit peu difficile si on laisse cette initiative aux seuls artistes de pouvoir intégrer les métiers. Moi, je pense que aussi les artistes africains ont besoin d'être structurés, d'être accompagnés, d'être épaulés pour pouvoir atteindre les marchés mondiaux. Et c'est là où je parle de l'idée de la structuration. Est-ce que vous savez que, contrairement à une fausse idée, ce sont les artistes ou les créateurs africains font partie dans les marchés mondiaux, dans le domaine des arts visuels, c'est ce qui font et défendent l'actualité mondiale. Est-ce que vous savez, aujourd'hui en France, il n'y a pas un artiste
dans les arts visuels d'un certain niveau, qui est français et qui est présent sur les marchés mondiaux. Et nous, quand nous disons de marchés mondiaux, on dit essentiellement aux États-Unis, New York, Londres et un peu en Asie. Aujourd'hui, il y a une pléthore d'Africains, mais malheureusement, heureusement, ce sont des Africains qui restent dominés par les Nigérians, les Ghanéens et les Sud-Africains. Ça veut dire qu'on n'a pas encore une masse critique d'artistes francophones. Anglophones. Ouais. Donc l'essentiel des artistes africains dans les marchés mondiaux sont dominés par les anglophones. Or, comme il y a une certaine ghettoisation dans nos environnements entre les anglophones et les francophones, les anglophones ne savent rien de ce qui se passe, les dynamiques en Afrique francophone et vice-versa. Donc on a comme l'impression que les choses ne bougent pas. Mais sur les marchés mondiaux, ce sont les Africains qui font et défont l'actualité. Malheureusement. Anglophone. Oui, mais généralement anglophone. D'où toute l'idée maintenant de pouvoir faire comment, et c'est une question que la revue Souffle, qui avait été éditée au Maroc vers les années 60, avait posé. Ça veut dire que ne plus accepter que l'on voit l'Afrique en termes de l'Afrique du Nord, que de l'Afrique anglophone, l'Afrique, mais de revoir l'Afrique dans sa totalité et sa globalité. Aujourd'hui, on est tombé un peu dans ce piège et c'est malheureusement, on n'a pas aujourd'hui de revues et de magazines qui peuvent témoigner de ce renouveau et de cette vitalité de l'Afrique dans le métier des arts. Donc, et vous savez, M. Khan, aujourd'hui sur les marchés mondiaux, quand vous allez sur les marchés mondiaux, le produit le plus élaboré et le plus fini que l'Afrique ait pu présenter dans ces marchés-là, ce sont les produits et services culturels. Ce sont les produits qui représentent et qui témoignent aujourd'hui de la vitalité et du renouveau et du reclassement de ce continent qui est l'Afrique, qui est en mouvement aussi. Et puis curieusement, vous dites que les Africains, les artistes africains sont plus connus, par exemple, que les hommes politiques dans le reste du monde. Absolument. Alors, curieusement, et puis ils n'ont pas eu cette présence-là effective. Voilà. Alors qu'ils sont plus connus. Vous savez, c'est l'anecdote qu'on disait que les Sénégalais les plus connus dans le monde sont Youssou N'Dour, Léopold Sédar Senghor et El Hadji Diouf le footballeur. Oui, El Hadji Diouf le footballeur. C'est quand même... mieux que les... Justement, c'est d'ailleurs... là où je dis qu'aujourd'hui, nous devons nous appuyer sur les industries culturelles pour renégocier notre positionnement dans la globalisation et la mondialisation. Aujourd'hui, les industries culturelles peuvent nous permettre, en termes de retour sur investissement, mais aussi en termes de retour sur image, de booster un certain nombre de secteurs comme le tourisme, etc. Mais malheureusement, je pense que c'est un discours qu'il va falloir peut-être répéter et répéter encore pour que les gens puissent comprendre qu'aujourd'hui, les meilleurs produits qui nous valent satisfaction et qui donnent une certaine image, une certaine notoriété et qui témoignent d'une certaine présence du Sénégal au niveau du monde et des marchés mondiaux, regardez de près, ce sont les produits et services culturels. Oui. C'est ces produits et services culturels qui nous rendent énormément de services. Et d'ailleurs, il y a une corrélation qui a été faite. Quand le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde, c'était en 2002. Du coup, 2003-2004, le secteur du tourisme a été boosté comme c'est pas la peine. Oui. Rien que par la présence de l'équipe nationale du football du Sénégal au niveau de la Coupe du Monde qui a eu à faire un parcours magnifique. Et ça a eu un retour sur image et sur investissement sur le Sénégal. Et les 2 prochaines années, il y a eu vraiment une envolée du secteur du tourisme. Et c'est dans cette dynamique-là que nous devons aller, investir dans les secteurs culturels qui va nous permettre de structurer nos marchés intérieurs, mais aussi de pouvoir compétir dans les marchés mondiaux. Oui. Alors dites-moi, Siressi, cette approche que vous développez là, est-ce qu'elle ne pose pas le problème justement de la question relative à la valorisation du statut de l'artiste qui est souvent considéré, on parlait des sportifs, mais des artistes, l'artiste qui est considéré souvent dans nos pays comme un être marginal, un saltimbanque, mieux comme un amuseur public, mais souvent pas plus que ça. Et pourtant, ce qui me peine le plus, les fonctions sociales que l'artiste ou l'acteur joue dans nos sociétés, aucun autre membre de cette société ne le joue. Parce que non seulement l'artiste, l'acteur culturel, il est un régulateur social, mais ensuite il a cette capacité de nous poser les véritables, de nous faire poser les véritables questions. Il est aussi capable de nous donner, ou bien de donner un sens aux actes que nous posons dans la vie de tous les jours. Mais en termes de rétribution, et c'est lui que la société, disons,
rétribuent le moins. Mais s'il en est ainsi, il y a aussi une part de ces acteurs-là qui, jusqu'ici, n'ont pas compris qu'il ne s'agit pas seulement du divertissement. Certes, le divertissement y est et c'est important, mais il ne s'agit pas seulement que de divertissement, mais il s'agit aussi de business, il s'agit de métier, il s'agit de profession, il s'agit de structuration, etc. Donc, moi, ma conviction reste et demeure qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir manager la carrière des artistes et des créateurs comme on manage la carrière d'un Lionel Messi, par exemple. Ouais, avec avec un plan de carrière, avec des activités très chiffrées, etc. Mais alors, le préalable ou l'hypothèse de base serait que cet artiste-là, individuellement, soit pris comme une personne sérieuse, qu'on cesse de marginaliser cet artiste-là et qu'on cesse de le prendre pour moins que rien. Il y a des préalables. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Au Sénégal, on a un artiste, souvent je le dis, un gars comme Souleymane Faye, l'artiste musicien comme Souleymane Faye, il a manqué d'encadrement. Et là, on a perdu une pépite. Parce que voilà un gars qui peut te chanter sur n'importe quelle gamme. Génial, je l'appelle le Jacques Brel sénégalais, il est très bien. Excellent diseur. Voilà un monsieur qui est un diseur de vérité toute simple. Voilà quelqu'un qui est éminemment un philosophe. Mais malheureusement, nous l'avons laissé se disperser à telle enseigne que pratiquement il n'a pas eu beaucoup de temps pour se consacrer à ce qu'il fait, c'est faire le plus et le mieux, c'est la créativité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un cabinet aurait pris ce monsieur-là, lui gérer, organiser sa vie, pour lui permettre de ne s'occuper et de ne faire que de la création, de l'inspiration, on aurait pu avoir un artiste à dimension mondiale. Oui, alors c'est ce que vous dites. Justement, aujourd'hui, nous devons éviter ces genres de choses-là qui, à mon avis, sont quelque part ce que j'appelle les destructions de valeur. Oui. Du gâchis. Alors, ce que vous dites là, c'est-à-dire, ce serait bien que les artistes soient pris en charge par des organisations, par des structures, et qui les aident à gérer leur carrière professionnelle, pour qu'ils soient au maximum dans leur métier de création. C'est ça que vous dites. Oui, c'est ça que je dis. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un créateur qui a un niveau local. Et c'est la structuration et les structures d'accompagnement et tous ces métiers qui sont annexes et connexes autour de lui qui vont lui permettre de quitter le niveau local pour avoir un niveau national. Et ce sont les mêmes structures-là qui vont l'accompagner pour qu'il quitte le niveau national pour avoir un niveau sous-régional. Du niveau sous-régional à un niveau régional, du niveau régional à un niveau international. Donc, il y a tout un... C'est ce que j'appelle le plan de carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des artistes au Sénégal. Je prends un gars comme Khalidou Kassé, artiste peintre. Excellent. Lui, il a un niveau continental. Mais une certaine situation devait lui permettre d'attaquer les marchés mondiaux, d'avoir une certaine présence à travers les 300 biennales qui sont organisées en Europe, les centaines qui sont organisées en Amérique du Nord, en Asie, etc., pour qu'il ait une certaine présence sur les marchés mondiaux et une meilleure visibilité sur les marchés mondiaux. Donc, à chaque échelle, vous pouvez avoir des créateurs dans n'importe quel domaine différent à qui il manque un peu cette structuration qui puisse l'accompagner pour faire du lobbying, pour faire du conseil en management, pour faire de la communication, du marketing, pour pouvoir lui amener avoir un statut international. Parce que d'ici, quand vous devez vous occuper de votre création, vous n'avez pas pratiquement le temps, ni le métier, ni l'expertise pour aller faire du lobbying, pour aller faire du marketing, pour aller faire... Alors, pour un gars comme Khalidou Kassé, qui est mon peintre préféré, Khalidou Kassé, par exemple, s'il expose dans une galerie internationale, est-ce que cela lui donne pour autant une dimension internationale? Quand un chanteur sénégalais va se produire dans n'importe quelle boîte de nuit parisienne, est-ce que cela lui donne pour autant une dimension internationale? Je ne parle pas du cas de Youssou qui est bon, mais par exemple les autres. Si l'un d'eux va se produire dans une boîte parisienne, ou française, peu importe, européenne, est-ce que cela lui donne pour autant cette dimension internationale que vous évoquez? Ah oui, absolument. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la dernière biennale de Venise, il y avait ce qu'on appelle le pavillon africain. Mais dans ce pavillon africain, imaginez un Khalidou Kassé puisse exposer ses œuvres dans ce pavillon africain. Vous avez la presse mondiale internationale. C'est donc à force de pouvoir être présent dans les biennales en Asie, de pouvoir
faire la une des presses, de pouvoir être dans l'actualité mondiale des arts et culture, c'est ça qui va te donner un statut international. Ça veut dire que dès que vous n'êtes pas visible à un certain niveau, dans le métier, on ne vous parle pas d'artistes internationaux. Parce que la présence que vous avez quand vous exposez à Venise, la présence que vous avez quand vous exposez en Asie, la présence que vous avez quand vous exposez en Amérique du Nord, fait que votre cote de popularité et votre cote tout court commence à grimper au niveau des collectionneurs, au niveau des marchands d'art, etc. Parce que voilà, vous commencez à vous faire une réputation et un renom. Donc maintenant, le constat que l'on regarde ici au Sénégal, c'est qu'on est à l'ère des initiatives privées et individuelles. Et comme le disait Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë, l'ère des destinées individuelles est révolue. Et si nous voulons, et que si nos acteurs culturels veulent véritablement avoir de la place sur le marché mondial, il va falloir dégager une stratégie collective dans laquelle de cette stratégie collective, chacun peut avoir une stratégie individuelle. Mais il faut que les stratégies individuelles puissent être portées par une stratégie collective. C'est pour ça que vous dites qu'il n'y a que 2 ou 3 artistes qui s'en sortent véritablement. Et tout le reste, ils ne voient que du noir, parce qu'on n'a pas aujourd'hui une stratégie globale et à partir de laquelle on fait de l'alignement stratégique pour les petits acteurs. Et puis ma question que je précise, tout le reste dont vous parlez, hormis ces 3 qui se sont imposés sur le plan international, tout le reste, si l'un d'eux parvient à les jouer dans une boîte n'importe où en Europe, cela n'en fait pas pour autant un artiste international. Non, non, pas international, mais quand même ça lui permet de se faire petit à petit un nom. Très bien. Parce que là, au moins, s'il sera en présence de la presse mondiale, presse internationale, les collectionneurs vont s'intéresser à son œuvre, les marchands d'art, les galeristes vont commencer à s'intéresser à son œuvre, et c'est à ce moment-là qu'il parvient à établir un carnet d'adresses, c'est à ce moment-là qu'il parvient à faire son réseau qui va lui permettre de pouvoir être présent dans les... Alors, cette valorisation du statut de l'artiste dont on parle, dont vous parlez, que vous préconisez, alors, au-delà de l'action du mécénat, qu'on n'a même pas évoqué, mais qui est une prise en charge de l'artiste assez particulière, vous semblez quand même revisiter un peu cette idée du président Senghor, qui est artiste quand même, qui mettait l'homme au début et à la fin du développement. C'est un peu cela. Il faut donner de la valeur à l'artiste en tant qu'individu, pour pouvoir donner de la valeur à toute son action, toute sa production, parce que vous achetez même que la culture pourrait aider à humaniser l'économie de marché. Vous savez, Senghor avait dit à l'époque que c'est la culture qui va sauver l'Afrique. Maintenant, ça c'était une vérité à une époque donnée. Et si il nous est permis de faire une relecture de Senghor à travers les grilles, les yeux de la modernité, et dans une perspective d'interculturalité ou d'intertextualité, on aurait pu dire que c'est la culture qui va humaniser l'économie de marché. Pourquoi? Parce que nous sommes en face d'un business model de l'économie libérale globalisée qui fait que c'est un monde dominé et bâti sur la compétition et la performance. Et ce sont la culture qui, au-delà de cette notion de performance et de compétitivité, va y inoculer ce qu'on appelle l'épanouissement, pour que les gens puissent pouvoir vivre à leurs yeux une vie qui a de la valeur et du sens. Vous savez, nous sommes dans un monde économique dont le business model est bâti sur l'accaparement et l'acquisition. Et c'est la culture qui va nous amener, au-delà de l'accaparement et de l'acquisition, d'aller vers une société de solidarité et de partage. Oui, parce que c'est la culture qui va nous permettre, à côté de la conquête des biens et des parts de marché des territoires, d'aller vers ce qu'on appelle une conquête des liens. Et c'est la culture, à travers la culture, qui nous permet de créer ce qu'on appelle l'espéranto. C'est à partir de la culture que nous pouvons créer et bâtir des espérances collectives. Parce que, fondamentalement, plus que on avance dans la mondialisation, plus que les hommes ont besoin de repères de proximité et d'ancrage. Et c'est la culture qui porte véritablement ces repères d'ancrage et de proximité pour l'individu. Parce que finalement, l'homme économique, l'homo economicus, lui là c'est un homme mondial et mondialisé. Mais l'homme socialiste, ça veut dire que l'homme social, dans sa capacité de vivre avec les autres, dans ses rapports à soi, à nous et aux autres, lui là il est éminemment local et il est maintenant localisé. Et c'est la culture qui lui donne tous les ressorts possibles pour pouvoir mieux se positionner dans la mondialisation qui, en définitive,
et à la fois totalité et morcellement. Voilà. Là, Siré Sy, vous faites vraiment un véritable plaidoyer pour l'homme créateur d'œuvres d'art. Et on voit que là, vous êtes sur le même tempo que Senghor, qui insiste, qui parle de la primauté de la culture. Ah oui, alors, mais est-ce que le Bureau sénégalais des droits d'auteur, le BSDA, ancienne BSDA, qui est devenu la Société de gestion collective, alors, est-ce que ce bureau, dans sa forme actuelle, pourrait jouer un rôle déterminant dans la promotion de l'artiste et à l'intégration aussi du marché mondial? Ah oui, absolument, parce qu'au moins, ma lecture de cette société de gestion collective est une lecture de début de structuration de ce qu'on pourrait appeler les industries culturelles au Sénégal. Même si une certaine euphorie des musiciens pourrait laisser entendre que c'est une société qui va le plus profiter au secteur de la musique, mais c'est une société qui prend en charge tout le secteur des industries culturelles dans leur transversalité. Donc j'allais dire qu'il y a énormément de sous-secteurs au niveau des industries culturelles. Mais moi je vois deux types je peux faire deux liens par rapport à ces sociétés. Le premier lien, il est un lien institutionnel. Ça veut dire qu'à travers la société de gestion collective, le Sénégal peut renégocier une meilleure position, un meilleur retour sur image au niveau des marchés mondiaux à travers ce qu'on appelle les industries culturelles. Comme on en a dit aujourd'hui, les industries culturelles restent et demeurent le produit manufacturé en termes de biens et services le plus fini et qui nous donne énormément de satisfaction sur les marchés mondiaux. Et la problématique que nous avons soulevée tantôt, ça veut dire que comment accompagner les créateurs qui ont un niveau local pour qu'ils aient un niveau national, pour que celui qui a un niveau national puisse avoir un niveau sous-régional, pour que celui-là qui a un niveau sous-régional pour avoir un niveau régional jusqu'au niveau international. Et je pense que c'est la société de gestion collective qui devrait pouvoir accompagner et structurer les artistes pour qu'ils se développent en épaisseur, en gamme, et pour qu'ils montent en puissance. Et d'ailleurs, c'est à mon avis, ce secteur-là, cette société-là qui, après avoir dégagé le cap stratégique, va permettre à l'éclosion d'une véritable industrie culturelle avec l'avènement des micro-entités de PME, PMI qui vont développer des métiers qui sont annexes à la métier de créativité, etc. Et c'est ça qui fera qu'on va avoir un tissu plus ou moins dense de PME et de PMI dans le domaine des secteurs culturels. Alors cette société de gestion collective, ancien Bureau sénégalais des droits d'auteur, pourrait donc vraiment aider à donner une meilleure visibilité aux artistes sur tous les plans. Sur tous les plans, parce que ça fait partie de sa vocation, de son rôle. De son rôle, parce que quand vous dites Bureau sénégalais des droits d'auteur, on est dans une approche passive. L'approche passive voudrait dire que voilà, on va aller récolter ou collecter les droits des Sénégalais. Maintenant, dans la perspective d'une société de gestion de on est dans la proactivité. On est proactive. Ça veut dire qu'au-delà d'aller collecter et de défendre les intérêts moraux et matériels et financiers des artistes, mais aussi on les ouvre des brèches. Très bien. On les ouvre des possibilités. On les montre la voie pour pouvoir atteindre véritablement les marchés mondiaux en développant toute une infrastructure, en développant tout un écosystème autour de l'entreprise qui fait qu'aujourd'hui, le créateur va développer suffisamment un budget temps pour se consacrer sur ce qu'il sait faire le mieux et le plus, voilà. C'est la créativité. Très bien, il nous reste 5 minutes, on va reparler de la Biennale. Ah, oui. On va sortir par où on était rentré, okay, dans cette émission-là. Alors, cette 11e édition, c'est une édition qui est marquée par la rupture, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, est-ce vraiment cette Biennale, comment peut-on analyser brièvement cette rupture, si elle existe, deuxièmement, proclamée en tout cas, deuxièmement, est-ce que c'est vraiment, cette biennale, la 11e, a vraiment permis un retour vers l'art africain contemporain, véritablement, comme on l'a dit? Ah oui, moi je suis de ceux qui disent que cette biennale est une biennale de rupture. D'ailleurs, je vais vous donner quelques indicateurs qui pouvaient nous aider à comprendre cela. D'ailleurs, c'est la première fois que la biennale est reçue en termes de candidature, 700 candidats, 700 artistes qui ont déposé des dossiers pour pouvoir compétir. C'est la première fois que tous les participants et tous les artistes sélectionnés dans le cadre de la compétition officielle l'ont été pour la première fois. Avant, on voyait des artistes qui en étaient à leur énième biennale.
Ensuite, au niveau des commissaires qui ont été choisis, la moyenne d'âge des commissaires, c'est entre 40 ans et 50 ans. Avant, la biennale, c'était une affaire de nous dans nous, c'était une affaire africaine. Mais cette année-ci, c'était vraiment la biennale un cachet mondial et international, avec les diasporas africaines qui sont venus, avec des artistes étrangers. Vraiment, ils ont donné un cachet extra. Ensuite, l'autre rupture, c'est par rapport à l'approche genre. Parce que dans les 3 commissaires, une était une femme, et dans les lauréats qui ont remporté des prix, il y a 3 femmes qui ont remporté. Oui. Donc, à tout point de vue, c'est une biennale de la rupture et les thématiques et surtout les thématiques. Parce que vous savez, la première thématique portait sur produire le commun. Et c'est là où cette biennale nous a permis de revisiter la matière en soi. Vous savez, je rebondis sur les notions de contemporanéité. Oui, vous avez en Occident, la notion de contemporanéité, c'est une notion d'exclusion, c'est une notion faite de tension, c'est une notion faite d'opposition entre le modernisme et la tradition. Et mieux, ça date depuis longtemps, depuis Platon et les poètes, les philosophes et les poètes, avec le mouvement de la Renaissance et les perspectivistes, avec les modernes et les anciens, le courant impressionniste. Donc, pendant longtemps, en Occident, la notion de la contemporanéité a été une notion de conflit. Alors que chez nous, en Afrique, la contemporanéité est à la fois enracinement et enrichissement. Ça veut dire qu'elle n'est pas opposition, elle est apposition. Nous n'avons pas un problème de tradition morale parce que l'Afrique, en définitive... C'est pourquoi Ndiaga Mbaye avait refusé de répondre à l'animateur Maguette Wade, vous vous rappelez? Oui, je m'en rappelle. Parce que Maguette Wade l'avait posé cette question dans Télévariété, je m'en souviens très bien. Et que si Ndiaga Mbaye, je lui rends hommage, si vous deviez choisir entre l'ancienne époque et la nouvelle époque, qu'est-ce que vous allez choisir? Et Ndiaga Mbaye, enfin, philosophe, lui a dit que est-ce qu'il faut déposer les débats en termes de choix? Parce qu'en définitive, si on parle d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait hier. Et si on parle d'hier, nécessairement, on parle d'aujourd'hui. Cela témoigne que nous, en Afrique, la contemporanéité, elle n'est pas une donnée statique, c'est une donnée qui est en mouvement. Et la biennale, à travers son thème, produire le commun, nous a permis de revisiter la contemporanéité qui est mouvement, qui est vraiment dynamisme sur le continent africain. Et l'autre aspect aussi qui fait que la biennale a été une innovation, c'est le thème même des rencontres scientifiques, les métiers des arts visuels. Ça veut dire que de manière inconsciente, dès que vous parlez de métier, l'économie n'est pas très loin de là-bas. Et au moins ça nous a permis de dire aux gars, mais réveillez-vous, on est dans la mondialisation et que le loup est entré dans la bergerie et que ce serait suicidaire de porter les habits de l'agneau. Il faut porter les habits du renard. Je rappelle que Sirissi était notre invité. Il est consultant stratégie et intelligence économique. Je rappelle, on a vu ce que vous avez, les idées que vous avez exposées. Vous dites entre autres aussi création des industries culturelles. Vous dites que le tourisme pourrait jouer un rôle important dans la percée dans les marchés culturels. Et puis évidemment, donner la place aux artistes en créant justement, en présentant l'art comme les moyens de gagner des richesses. Ah oui, absolument. Donc ma conviction reste et demeure qu'aujourd'hui, pour le Sénégal et pour l'Afrique de manière globale, le secteur des industries culturelles reste un secteur à forte potentialité économique, à forte profitabilité économique. Et que si nous voulons maintenir ces taux de croissance dans le long terme, et si nous voulons régler une partie du chômage des jeunes de ce continent, je demande aux dirigeants et aux décideurs africains de regarder tout le potentiel et tout ce qu'on peut faire à travers les industries culturelles en Afrique, qui peut nous valoir des satisfactions et qui restent, leurs produits et services des industries culturelles, qui restent à ce jour les meilleurs produits et les meilleures offres que l'Afrique positionne à l'heure actuelle sur les marchés mondiaux. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau de l'entretien. C'est moi qui vous remercie, M. Gade. Nous parler de cette promotion des industries culturelles au Sénégal. Merci bien, M. Gade. Merci. Voilà. Merci, Madame, Mademoiselle, Monsieur, d'avoir donc suivi l'entretien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro d'entretien. Ce sera un numéro spécial avec comme invité principalement Cheikh Hamidou Kane. Je vous dis tout de suite la série d'entretiens qu'il a donné à Paris par au moins 4 organes d'information parce qu'il avait été invité d'honneur du
Salon du livre africain de Genève. Et les organisateurs, ceux qui l'ont invité, ont voulu profiter de sa présence. Et avant qu'il aille à Genève, ils l'ont fait passer par Paris, où il a donné une série d'entretiens. C'est justement ces entretiens-là que je vous donnerai en résumé la prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Au revoir dans 15 jours.